Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Info Politique. Ce soir, il y aura un thème et une question à laquelle on va essayer de répondre et on va surtout essayer d'apporter des éléments aux artisans, aux chefs d'entreprise des TPE et PME. Et on va parler de cette fameuse attestation de vigilance. Et pour ce faire, on va d'abord recevoir Maxime Moellon, chef d'entreprise, transporteur. Donc, on va voir un peu avec vous comment est la situation. Bonsoir. Bonsoir. Et pour nous accompagner, comme d'habitude sur ce sujet, Éric Marcelli du CSAPR, vice-président. Bonsoir. Vice-président, c'est un titre, mais disons membre actif du CSAPR. Et membre actif également, je pense, Marc Lévite. Tout à fait, du CSAPR également. Bonsoir à vous deux. Alors, la question. D'abord, la première question, parce que c'est quelque chose que je pense qui va intéresser les chefs d'entreprise, c'est quoi l'attestation de vigilance? Et la question est pour Éric Marcelli. L'attestation de vigilance permet aux chefs d'entreprise, ceux qui travaillent sur appel d'offres, de fournir ce document aux donneurs d'ordre de manière à montrer qu'il est dans les règles socialement. Alors, quand on dit attestation de vigilance, alors on va essayer d'être plus précis, et c'est exactement ce que je voulais faire ce soir. J'ai dit on va être pédagogue. Alors, j'allais dire, pour répondre à un appel d'offres, souvent on demande aux entreprises d'être en règle, d'une part avec l'URSSAF Les caisses sociales, si on et les peut dire. caisses sociales, et en même temps, même si l'entreprise n'est pas en règle avec les caisses sociales, au moins d'avoir un échéancier qui montre que voilà, l'entreprise règle sa dette sociale. Il y a 3 possibilités pour l'obtenir. D'être à jour, bien sûr. Actuellement, vu que l'économie est difficile, pour les petites entreprises, c'est difficile. Donc, et certaines mettre en place un échéancier, donc être à jour, soit avoir mis en place un échéancier, ou bien avoir contesté les sommes. Ceux qui sont au CSAPR, on les aide de manière à obtenir cette attestation en contestant. Malheureusement, la première fois qu'on a contesté, quand on est allé au RSI réclamer cette attestation, le directeur qui était en place n'était pas au courant de cette troisième possibilité. Et jusqu'à présent, les chefs d'entreprise qui ont du mal à obtenir cette attestation parce qu'ils contestent, le RSI fait le difficile pour donner à ces chefs d'entreprise cette attestation de vigilance qu'on appelle pour répondre aux appels d'offres. Marie, la question sur l'attestation de vigilance, et là on va rester sur un point de droit, on a parlé de 3 cas. Comment un chef d'entreprise peut justifier sur le fait qu'il peut contester, vers quelle juridiction? Déjà, moi je m'inscris en faux sur le mot en règle, sur la formule être en règle avec ses cotisations sociales, être en règle avec son système de sécurité sociale. Être en règle avec la sécurité sociale, c'est un tout autre problème qui pourrait être débattu lors d'une autre émission concernant notamment le monopole de la sécurité sociale qui n'a plus lieu d'être au niveau de l'Europe. Pour revenir à votre première question, il faut savoir qu'il y a tout un tas d'attestations qui existent, notamment l'attestation de vigilance, et comme son nom l'indique, une attestation de vigilance sert au donneur d'ordre, sous peine pénalement et civilement d'être condamné lui-même, à s'assurer du paiement par son par son sous-traitant de ses charges sociales. Étant entendu que maintenant, après, on peut discuter de l'obligation de la sécurité sociale ou de sa sécurité sociale. C'est 2 choses différentes. Faut savoir, comme je disais, qu'il existe plusieurs attestations. Il y a l'attestation de vigilance, mais il y a aussi d'autres attestations au niveau de la Sécu et qui concourent à l'organisation d'une toile d'araignée. On avait le cas d'une mère de famille indépendante à qui une directrice d'école réclamait un document, une attestation de vigilance, prouvant qu'elle était à jour de ses cotisations sociales au niveau de l'URSSAF. Il faut savoir que c'est illégal. Le droit à l'instruction est obligatoire. L'école est obligatoire. Le droit à l'instruction, c'est pour tout le monde. On ne peut refuser une enfant sous prétexte que la maman ne peut pas fournir son attestation
d'URSSAF, on ne peut refuser de prendre la petite fille à l'école. Donc il faut savoir qu'il y a tout un tas d'attestations qui ont été créées par le système URSSAF, RSI, Sécurité sociale, pour justement englober dans sa toile d'araignée tout un système et imposer aux citoyens, luttant ainsi contre leur liberté de choix, privilégiant un système de monopole qui n'a plus lieu d'être. D'accord. Maxime Moellon, de transporteur, est-ce qu'aujourd'hui, ce document est quelque chose que, en tant que chef d'entreprise, que vous pouvez avoir facilement? Non. Non, puisque ça fait déjà depuis le mois de février qu'on me demande, qu'on me réclame cette attestation. Alors, qui vous réclame? Mon employeur, avec qui je sous-traite le transport. D'accord. Et là, tous les mois, il me relance pour que je leur donne le fameux sésame, si je puis dire. Et à qui vous avez demandé cette attestation? Au RSI. Au RSI? Maintenant, c'est SSI. D'accord. Par courrier. D'accord. Par courrier, ils m'ont retourné la réponse en me disant voilà ce que Eric a dit, il faut être à jour ou alors avoir fait une échéancier ou alors contester. Moi je conteste mais j'ai pas quand même les... Ah, vous avez contesté mais ils vous ont pas donné le document? Non. D'accord, oui Marc. Pour revenir à votre question de tout à l'heure et qui rejoint celle de M. Moellon, juridiquement, nous sommes dans notre droit. M. Moellon est dans son droit. Dès lors où il a effectué une contestation au niveau judiciaire, et c'est prévu sur le portail même du SSI et de la CGSS, c'est bien écrit, à partir du moment où ce monsieur conteste le montant des cotisations, il est dans son droit, en tant que contestataire, d'obtenir pour lui cette attestation de vigilance. Alors, comme disait Eric, normalement, elle est obligatoire tous les 6 mois. Je crois qu'à La Réunion, la CAPEB a demandé que ce soit tous les mois, qu'on doit la donner tous les mois. Imaginez. Ils ont été plus durs que la loi. Donc il y a un petit souci aussi de ce côté-là. Et concernant cette attestation, l'année dernière, un groupe d'artisans du CSAPR avait porté plainte contre le RSI et nous avons gagné cause aux premières instances. C'est-à-dire que le RSI, à l'époque, a fourni l'attestation de vigilance à ses chefs d'entreprise et ensuite, ils ont été condamnés à l'article 700 à une somme de 500 € par chef d'entreprise. Malheureusement, pour nous, ils ont fait appel. On a été déboutés, mais nous mettons autre chose en place parce que notre avocat a dit on ira s'il faut jusqu'en cassation parce que c'est pas normal qu'il y a la loi qui est là et que politiquement, on enfonce encore plus les chefs d'entreprise. Alors je vais revenir sur ce que disait Maxime Moellon. Aujourd'hui, donc il a contesté, mais il n'a toujours pas son attestation de vigilance. Non. Alors, est-ce que ça a été contesté devant... Alors, on conteste devant quelle juridiction? Ou on conteste devant le RSI ou on conteste devant un tribunal? Devant un tribunal. Quel tribunal? Des affaires de sécurité sociale, le TAS. Qu'on appelle le TAS. Voilà. D'accord. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut un récépissé de la plainte qu'on dépose devant le TAS? Mais ça ne servira à rien. Ça ne fait pas avancer le chemin. Mais tout est lié. Tout est lié. Ce monsieur perd les marchés, ce monsieur perd du travail, ne peut travailler parce que son donneur d'ordre n'a pas en sa possession le fameux sésame dont il parlait. Ça, j'ai compris. Mais je veux dire, il faudra quand même qu'on trouve un moyen pour voir comment les chefs d'entreprise, les TPE, les artisans puissent avoir de quoi aller chercher du travail. Le moyen, c'est quoi? Le référé. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est la force. C'est nous. Donc il faut que les chefs d'entreprise viennent vers nous, nous disent qu'ils n'ont pas cette attestation de vigilance pour qu'on ait un certain nombre encore, parce que ils bloquent l'économie. D'accord? Donc il faut absolument que les chambres d'entreprise viennent vers le CSAPR pour nous dire voilà, on a des problèmes avec cette attestation et ne pas avoir peur de mettre en demeure ces institutions qui nous volent, qui nous font peur. D'accord. Alors, le référé, c'est-à-dire c'est quoi? C'est une procédure judiciaire plus rapide pour obtenir en urgence le document que nécessite ce monsieur pour pouvoir travailler de manière rapide. On va essayer d'être on a essayé d'être pédagogue, on va essayer vraiment de l'être. Comment faire un référé devant le TAS? En saisissant un avocat, tout simplement. Voilà, tout simplement. Par l'aide d'un conseil. Là encore, dépenses pour l'entreprise ou pour l'entrepreneur, qui sont souvent des petits entrepreneurs. Il faut rappeler quand même vite fait que 50% des artisans à La Réunion et en métropole ne gagnent pas 1 000 € par mois.
Donc, quand vous avez en plus un avocat à payer, je pense qu'il faut quand même avoir quelques trésoreries. Mais l'année dernière, le référé qu'on a fait, en gros, ça a coûté à peu près 500 €. Et en plus, pour obtenir une attestation qui ont permis à ces gens-là de travailler, donc le contrat qu'ils obtiennent avec leur donneur d'ordre est supérieur quand même à 500 €. Donc, s'ils n'ont pas 500 € pour faire un référé... Alors justement, la question, on va être pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, si des artisans, des chefs de TPE viennent au CSAPR dire voilà, on veut faire un référé groupé avec en utilisant votre conseil, est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est possible. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. D'accord. Mais c'est quand même dommage que pour faire respecter la loi à ces institutions, il faille sans arrêt dégainer l'arme légale et faire perdre de l'argent et du temps aux entrepreneurs. Je vois pas quel est le motif, si ce n'est pour plomber encore plus l'économie réunionnaise. Dans l'absolu, c'est clair que vous avez raison, mais je vais revenir sur la démarche, et je vais revenir avec Maxime Moyon. Aujourd'hui, est-ce que, sans ce document, est-ce qu'il y a des entreprises qui sous-traitent avec vous? Non. Non, il n'y a toujours pas moyen de... Pas moyen. Eux, ils ont absolument besoin de ce document parce pour pouvoir sous-traiter. Parce que eux-mêmes, ils sont contrôlés par la DIECT. D'accord. La DIECT, c'est un organisme de la préfecture. Oui, voilà. Et s'ils ne suivent pas aux normes, mais eux, ils vont payer ma dette. Plus les amendes. C'est précisé sur le site d'ailleurs, c'est bien précisé que le donneur d'ordre est responsable de ma dette. De la dette de son sous-traitant. Donc c'est vraiment une peur qu'ont les donneurs d'ordre. S'ils n'ont pas ce document pour se protéger, ils sont responsables civilement et pénalement de la dette de leur sous-traitant. Alors, je vais juste mettre un cadre autour de ça. Là, on parle surtout des marchés publics. Tout à fait. On parle pas d'autre chose. On parle pas de... Mais c'est valable aussi pour le privé. Pour le privé. Tout à fait. L'attestation de vigilance est plus connue par les spécialistes des marchés publics, qui sont recrutés par les municipalités et les régions, enfin les institutions, alors que dans le privé, ils sont plus ou moins courant, donc ça peut passer, on peut avoir quelques travaux sans avoir besoin de justifier. Mais le comptable, l'expert comptable de la société donneur d'ordre, peut très bien réclamer à son client une attestation de vigilance. D'accord. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Et c'est Maxime Moyon qui est là aujourd'hui, et dans ce secteur d'activité, dans le transport aujourd'hui, combien de transporteurs autour de vous sont à jour, et combien souffrent un peu comme vous? Plus de 80% ne sont pas dans les règles, mais ne sont pas à jour de leur cotisation, et donc n'ont pas l'attestation de vigilance. Non. Alors, est-ce que entre vous, il y a une démarche aujourd'hui? Est-ce que vous mettez en place une stratégie pour essayer de voir comment faire pour que vous puissiez d'abord avoir le document et ensuite avoir du travail? On en discute entre nous, mais comme on dit, on n'a pas de solution, puisque en face, on a des institutions qui sont muets et sourds. La difficulté de chaque chef d'entreprise, je ne parle pas uniquement des transporteurs, c'est tout corps de métier confondu, c'est de s'unir. On est assez égoïste, on est dans le petit coin, on a peur de poser notre problème, on a peur de dire qu'on a des difficultés parce qu'on n'a pas d'argent ou autre, on a peur, donc on est égoïste, on s'enferme là-dessus, on voit que notre intérêt personnel. L'intérêt, là, il est collectif, quel que soit le corps de métier. Notre combat, il est là, c'est un intérêt collectif qui viendra par la suite un intérêt individuel. Alors, avant que je prenne la parole, Marc. Oui, ce qui est grave, c'est que cette coordination des artisans, des entrepreneurs, moi j'appelle ça des petits entrepreneurs, parce que quand on utilise le terme entrepreneur, pour beaucoup de personnes, c'est galvaudé. Attention, ils gagnent de l'argent, nanani, nanana. Non, faut savoir que l'entrepreneur en France, il survit, s'il peut, ou alors il ferme sa boîte. Faut savoir que la chambre de commerce, la chambre de l'artisanat, elle est censée être là, justement, pour aider ces gens. Or, dans ce cadre-là, dans le cadre du RSI, dans le cadre de cette spoliation légale, il n'y a pas d'autre mot, de cet irrespect de la concurrence sociale, elle concourt indirectement à couler les entreprises et les artisans. Il est là le problème.
Alors, je vais juste quand même mettre un bémol à ça parce qu'il y a quand même, je vais quand même rendre à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, ils font des actions. Ils mettent en place, je vais terminer, pour le voir, pour recevoir les communiqués, les communiqués de presse et tout, il y a un travail qui est fait donc de la part de ces chambres consulaires, mais apparemment, on a l'impression que ça concerne pas tout le monde, ou alors que tout le monde n'est pas au courant. Alors, pour revenir à ça, effectivement, et revenir sur ce que disait Marc-Olivier il y a quelques secondes, comment travailler, et la critique aussi d'Éric Marcelli, qu'est-ce qui explique que les artisans, les chefs d'entreprise de TPE, pourquoi vous n'arrivez pas à travailler ensemble, à vous regrouper? Parce que on dit que l'union fait la force, c'est peut-être là le moment, non? Ben, ça dépend. On est transporteur, oui, mais chaque transporteur a son activité. Moi, je suis dans le transport des agglos pour faire des maisons. Il y a dans du béton. On reste quand même dans le bâtiment. BDP, ouais. Mais, je sais pas, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui explique que quel que soit le syndicat aujourd'hui de transporteurs, il n'y a plus cette, je dirais, ce travail en commun, vous n'arrivez pas à vous regrouper, à avoir des personnes qui vous défendent finalement. Si, il y avait, mais maintenant... il y avait, ça j'avais dit. Il y avait. Vous connaissez le proverbe « diviser pour mieux régner ». C'est ce qui s'est passé. Voilà. On a divisé les transporteurs. Au moins comme ça, celui qui est au-dessus peut mieux régner. Et il choisit, tiens, je vais t'arranger un petit coup, tu pourras le faire, là. Et puis on choisit ses têtes. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas pareil dans d'autres corps de métier, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, moins ils sont ensemble, hein, et moins ils ont la force. C'est ce qui se passe. Il y a autre chose, c'est que je vois au niveau de ma profession, je suis moniteur d'auto-école, les lois sont en train de changer. Et pour pouvoir régler nos dettes ou quel que soit le crédit qu'on a, on est obligé de faire des heures. Et en faisant des heures, le soir quand on rentre chez nous, on est fatigué, on met les pieds sous la table, on n'a plus envie de s'embêter avec des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Les lois elles passent et les gens voient pas ça. Hein, on verra ça demain, ils disent. Et puis on entend dans les bruits de couloir, on a eu ça. Mais rapprochez-vous d'un collectif. Je dirais pas le mot syndicat, parce que les syndicats, on parle toujours de ceux qu'on connaît sur la place, qui ne sont plus des syndicats pour moi, qui ne défendent plus les chefs d'entreprise ou les salariés. Hein. On va parler de personnes qui sont construites en association en dehors de ces syndicats-là et qui défendent vraiment la volonté de l'économie, en l'occurrence à La Réunion ici. Donc ce qu'il faut arriver, c'est que nous, en tant que chefs d'entreprise, qu'on baisse un peu notre orgueil, qu'on le mette notre ego de côté, hein, et qu'on vienne vraiment, je connais pas, je viens prendre la formation à la source. Alors aujourd'hui, quelle est la situation des transporteurs? Quelle est la situation de Maxime Moellon aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être fait pour que ça aille dans le bon sens? D'abord, quelle est votre situation? Comme tous les transporteurs, j'ai des dettes envers les régimes sociaux. Et là, il faut que je trouve le moyen de... Alors, la première étape, c'est d'avoir cette attestation de vigilance. Alors, comment allez-vous procéder? Peut-être refaire des courriers, les revoir. Est-ce que d'abord, il peut y avoir une démarche commune avec les autres transporteurs? Ça se peut, mais il faut qu'on en discute. Il faut qu'on se rassemble. Et pour l'instant, vous ne voyez pas? Non. D'accord. La question est à vous, messieurs. Comment, par exemple, vous, les artisans, comment vous les accompagnez dans un référé ou au RSI pour avoir cette attestation de vigilance? Alors déjà, il faut que l'artisan, il a envie de le faire. S'il n'a pas envie, on ne peut rien faire pour lui. Donc il faut que lui, il ait cette démarche. Est-ce qu'il a envie de le faire, ou est-ce qu'il a tellement de travail qu'à un moment donné, il est fatigué, ou est-ce qu'il doit faire des choix dans la stratégie qu'il doit faire pour développer son entreprise? Je rappelle une chose, l'argent qu'on a mis dans notre entreprise, c'est notre argent. C'est nous qui avons pris le risque. Donc on est capable de prendre les risques aussi de sauver son entreprise et de se battre contre ces institutions. Donc aujourd'hui, je trouve que la plupart des artisans, pour eux, c'est une fatalité. Mais il gagne pas, mais il veut pas. Ah, on a trop de papier, que ça va arriver à moi derrière.
Eh bien, derrière, nous, on le sait, c'est qu'on a eu le gain de cause, on a obtenu cette attestation de vigilance. Donc, c'est déjà la première chose, c'est que lui, il fasse la démarche. Mais ça ne attrape un artisan, râle par la main pour venir au CSAPR. Hein, c'est lui qui fait la démarche, comme M. Moellon a fait, comme d'autres transporteurs ont fait. L'idéal, ce serait qu'un maximum de transporteurs viennent nous voir, on met en marche ce référé pour mutualiser les moyens et avoir un coût d'avocat beaucoup moins cher. Vous savez, nous sommes de plus en plus nombreux au CSAPR, et quand je parle de numéraire, je sais de quoi je parle, mais un problème demeure, c'est le problème de la peur. On fait des réunions chaque semaine, et chaque semaine, on a de nouveaux adhérents. Quand on leur demande d'exposer leur cas, notamment sur votre plateau, Monsieur Ramoudou, on se heurte à des réticences. Mais il veut pas passer à la télé. Je veux pas qu'on s'acharne sur moi. Donc c'est vraiment une peur intrinsèque, une peur létale de cet organisme monopolistique. Et on essaye donc d'accompagner ces gens. On a un service juridique, notamment un avocat très spécialisé en droit social, droit des sociétés, Maître Alquier, à Saint-Denis, qui s'occupe de toutes ces personnes, et le CSAPR donc oriente dans les démarches et les différents corps de métier qui nous rejoignent, infirmières, médecins, chirurgiens, on a des dentistes, on a un panel d'adhérents assez vaste, dont notamment les transporteurs. Mais il est vrai que les transporteurs ont du mal à s'organiser parce que beaucoup ont peur. On devait avoir une autre personne, on peut le dire, aujourd'hui, qui n'est pas venue, que l'on a sollicité hier et qui a refusé de venir parce qu'elle avait peur de se mettre en avant et d'avoir des représailles. Donc on est dans un système de peur, comme il existe actuellement en France, dans le système de monopole. Attention, si vous partez... Je suis intervenu ce matin sur une radio, pour terminer, vite fait, une radio nationale, mais au niveau local, à qui j'exposais cette situation, et qui m'a coupé la parole en me disant tout simplement, donc un journaliste soi-disant spécialiste qui n'avait aucun argument, qui m'a coupé la parole, le micro, en disant simplement que la sécurité sociale était obligatoire en France. Point barre. Alors, je reviens à la démarche. Comment aider aujourd'hui les transporteurs? Je vous pose la question, puisque vous êtes syndicaliste et que vous accompagnez les chefs d'entreprise. Que faire aujourd'hui pour que Maxime Moellon obtienne ce dont il a besoin pour continuer son activité, une attestation de vigilance? De venir vers nous. On fait un référé en groupe qu'on va déposer ensuite à la SSI maintenant, et qui a l'obligation de nous répondre assez rapidement avec ce référé et de fournir cette attestation. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas fait, eh ben, une plainte sera déposée au tribunal, comme on l'a fait dernièrement, et à ce moment-là, ils seront contraints de fournir cette attestation. Avec des dommages et intérêts. Avec des dommages et intérêts. Alors, expliquez, parce que pour qu'on sache exactement ce que c'est. Vous savez ce que c'est, mais j'aimerais bien qu'on explique aux téléspectateurs. C'est-à-dire avec dommages et intérêts. Quelle est la procédure en référé qui sera faite? La procédure en référé, c'est de demander à ces institutions de fournir cette attestation de vigilance. Avec le dommage et intérêt, c'est l'article 700 qui prévoit 500, voire jusqu'à 3 000 euros de dommages et intérêts. Ma question donc, donc il faut donc introduire ce référé, d'une part. Ensuite, ça va aller devant le tribunal des affaires sociales, oui. C'est ça. Et à ce moment-là, il y a une décision. Donc, si la loi est respectée, il y a une décision en faveur des transporteurs. Mais ce référé se fera au niveau du TGI, directement. Et il faut savoir que l'article 700 donc par l'ERIC... On va juste préciser que le TGI, c'est le tribunal de grande instance de Saint-Denis, voilà, auquel normalement devraient être attachés les anciens TAS qui, depuis le 1er janvier 2018, sont censés ne plus exister. Mais apparemment, ils existent toujours, puisqu'ils sont en train de faire des travaux dans leur bureau, on l'a vu au Moufia, et donc le rattachement est prévu maintenant pour dans 2 ans. Ce qui veut dire que les cotisations vont encore augmenter pour les indépendants, et pour simplement payer une nouvelle appellation, et les problèmes vont continuer. Pour en revenir au cas donc du référé, effectivement, le référé sera fait par l'intermédiaire, par le biais de Maître Alquier, qui exercera ce référé.
auprès de la juridiction compétente. Et donc le TAS devra fournir, le TAS, pardon, la CGSS ou le SSI devra donc fournir cette attestation dans les plus brefs délais pour pouvoir limiter la casse et les problèmes des transporteurs. Voilà. Sous peine ensuite de sanctions par jour de retard de non-délivrance de la dite attestation. Alors, je vais revenir à ça sur ce que je disais tout à l'heure. L'attestation de vigilance, aujourd'hui, apparemment, c'est un élément dont on ne peut pas se passer les TPE, les transporteurs, les artisans pour pouvoir sous-traiter avec les entreprises qui obtiennent les marchés publics. Est-ce qu'il y a une autre façon pas de contourner, mais de pouvoir le faire sans l'attestation? Apparemment non, puisque c'est une obligation vigilance, c'est une obligation légale. La CGSS, le SSI parle d'obligation légale, l'obligation de vigilance de la part du donneur d'ordre, sous peine de poursuites pénales et comment dirais-je, et dommages et intérêts. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, actuellement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On n'a pas d'autre alternative que de demander, dans le système de la sécurité sociale, de demander cette attestation de vigilance pour pouvoir, ne serait-ce que, travailler. Mais il ne respecte pas les 3 conditions qu'on a données au départ. Donc déjà, le jeu est faussé dès le départ. Les 3 conditions, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, être à jour, un échéancier en place ou contester. Il ne le respecte pas. Nous, on conteste. Il ne respecte pas. Qu'est-ce qui nous reste? La contestation est un cadre légal, attention, il faut le dire. Dès lors où vous initiez une procédure, vous êtes dans votre droit, vous êtes dans la légalité, dans le cadre légal. C'est-à-dire que ce monsieur n'est pas dans l'illégalité. Il a contesté au tribunal, il est donc, il veut simplement son attestation pour pouvoir justement travailler. Il est dans la légalité. C'est là où le bas blesse. Justement, c'est ce qui me paraît un paradoxe depuis tout à l'heure. On dit qu'à partir du moment où il conteste, est-ce que il est toujours dans ce cadre légal? Absolument, bien sûr. Juridiquement, bien sûr. C'est prévu. Est-ce que vous avez cette prévu. impression-là que demain, si vous contestez, vous êtes toujours dans un cadre légal? Ou vous avez l'impression que quelque part... Il y a la loi 243-15 qui dit que, voilà, je conteste, j'ai droit. C'est ce qu'il dit, mais est-ce que dans la réalité, vous l'avez? La réalité, non. On l'a pas parce que les institutions... Beaucoup de citoyens croient qu'ils sont dans l'illégalité. Voilà, c'est ça qui fait que... Je vous reçois là-dessus, je vous rejoins. Ouais. Effectivement, beaucoup de citoyens croient qu'ils sont dans l'illégalité parce qu'ils sont en délicatesse avec des procédures. Non, ils sont dans leur droit dès l'instant où ils ont esté en justice, où ils sont en attente d'une décision, où ils sont en attente d'un règlement judiciaire. Ils sont dans leur droit. C'est ça, c'est là aussi peut-être qu'il y a une faiblesse, c'est que d'une part, vous n'êtes pas accompagné, d'abord, vous n'êtes pas vous ne travaillez pas en équipe, vous n'êtes pas un comité ou un collectif qui défendent cette activité, et d'autre part, en étant seul, vous avez l'impression que si vous payez pas, même si vous contestez, vous êtes encore plus dans l'illégalité que d'autres, quoi, finalement. Ouais, parce que là, il y a les autres qui te disent, tu payes pas? À quoi tu payes pas? Sinon, on gagne plus de travail. C'est la peur des Depuis toujours, on a joué sur la peur sur les gens. Hein, et le fait de faire peur aux gens, on les fait rentrer dans les rangs. Hein. On nous prend pour des extrémistes. On n'est pas des extrémistes. On veut le respect du droit. Mais quand on va en face que le droit n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il nous reste? Le combat. Ou bien le combat soit par les armes, c'est pas notre cas. Hein. Le combat soit être dans la rue, hein, c'est pas notre cas non plus. Ou bien d'être dissident, tout simplement avec la loi. Et la loi est pour nous. Et eux, en face, ce sont des vrais brigands, si je peux dire. Alors, je reviens à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez mettre en place une démarche? Est-ce que vous allez, j'allais dire, vous soutenir mutuellement et mettre en place la procédure dont on parle sur ce plateau? Je vais voir mes collègues, les autres transporteurs dehors, les réunir, en discuter, les emmener au CSPA. Et puis, voilà, on fera tout ce qu'il faut pour... Je peux poser une question. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'un chef d'entreprise, soi-disant quelqu'un qui est responsable, qui a du courage d'abord, parce qu'il faut avoir du courage aujourd'hui pour créer une entreprise, qu'est-ce qui explique qu'un chef d'entreprise a peur aujourd'hui de rentrer dans une procédure, de contester, a peur de s'exprimer, ne serait-ce que de venir à la télé? C'est pas votre cas, mais
pour d'autres. D'attendre toujours que ça se passe et après de dire, bah voilà, on a été sauvé, mais sans s'engager, sans prendre les risques. La peur vient pas de moi, mais de mes ancêtres. Tu comprends? On a vécu avec mes ancêtres la peur des gros blancs. Maintenant, on a commencé à nous mettre dans un couloir. Il faut rester comme ça, il faut pas sortir. Il faut rester là. Ben non, on ne vit plus comme ça maintenant. Est-ce que Maxime Merlon veut rester dans ce couloir, ou sortir, ou essayer sortir pour que on voit autre chose. Voilà, on est des transporteurs, on est des professionnels, on a le droit d'exister. Mais pourquoi c'est si difficile que ça d'exister? On vit dans la peur, c'est qu'on vit dans la peur. C'est la peur qui nous font que, voilà, on hésite. On a peur, on hésite. Ah, mais il veut pas faire ça, moi. Ah non, allez, ma cachette de oh. Ah ouais, allez devant. Non, tous réunis, on fait la force. Oui, ça me rappelle une belle scène de Coluche dans 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ, quand Benoît Marcel va contester devant César, tout le monde l'accompagne, et à la fin, quand il se retourne, il n'y a plus personne derrière lui. C'est vrai que c'était une très belle scène, et j'ai toujours adoré ça dans ce film avec Coluche, entre autres, et Jean-Yann, qui également a disparu depuis. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce soit des chefs d'entreprise, des gens intelligents, instruits, ont peur des procédures, ont peur de vraiment d'aller au bout de... C'est un cadre légal. On leur donne ce droit-là. Mais ils ont peur d'utiliser le droit. La publicité, tout simplement, la publicité. S'exposer, c'est pas facile. Tout le monde ne peut pas le faire, monsieur Ramoudou. D'ailleurs, je remercie d'être venu et puis de s'être adressé au CSAPR. C'est pour ça que j'encourage tous les entrepreneurs. Quand vous dites chef d'entreprise, les gens pensent un petit peu à grosse entreprise. Non, un chef d'entreprise, c'est un indépendant. Il peut travailler tout seul. Donc, je voudrais apporter cette précision. Mais la peur, et puis surtout la publicité, les gens ne veulent pas s'exposer parce qu'ils ont peur. S'ils ont peur, c'est qu'ils ont des raisons d'avoir peur. Et effectivement, il y a des représailles qui ont lieu, il y a des plus ou moins incidentes sur des documents, des non-transmissions, des pressions qui peuvent être fiscales, qui peuvent être sociales. On est dans un système où, quoi qu'on en dise, des pressions sont exercées. Vous avez des pressions dans le travail? On vous dit, si vous faites trop de bruit ou vous n'aurez pas de travail, on vous fait comprendre à demi-mot qu'il vaut mieux fermer sa bouche? Il vaut mieux, oui. Il vaut mieux fermer sa bouche, ne pas trop crier. Et puis, voilà, on te donne du travail. Et voilà, basta. Et il faut dire merci? Pas merci, mais... Cette pression-là, elle existe, elle est réelle vraiment dans... La pression, c'est pas au niveau de l'entreprise elle-même, c'est au niveau des marchés, de la sous-traitance. Voilà. Et comment on vous fait passer les messages pour vous dire, là, on vous donne un petit quelque chose, dites merci, et surtout, ouvrez pas votre bouche? Réunir, parler, discuter, trouver des solutions, comment faire comprendre... Comment ceux qui vous donnent du travail vous fait comprendre que vous ne devez pas trop demander? Comment on vous dit, là vous avez de la chance, vous avez eu quelque chose, la prochaine fois vous n'aurez peut-être pas autant la même chance. On fait comprendre ça ou pas? Il ne vous fait pas comprendre, mais dans la manière. Non, c'est très subtil alors. Voilà. D'accord. J'allais dire c'est pernicieux, mais c'est au moins dans la manière. On est toujours dans un système où celui qui a les moyens, j'allais dire écrase, mais en tout cas maintient sous une domination. Un système de dépendance, voilà. Tout à fait. Maintient. Pas écraser. Écraser, c'est un peu fort, mais vous maintient, voilà. Vous savez, on garde la tête de l'artisan juste un petit peu au-dessus de l'eau, qu'il puisse prendre quelques bouffées d'oxygène, et s'il l'ouvre, hop, on lui replonge la tête sous l'eau. On le sait très bien que certaines institutions... notamment dans des collectivités, si tu veux avoir le marché, il y a combien pour qui tu votes? On vous pose aussi la question, Bokir? Non. Ah. Non. Mais on l'a entendu. Hein? J'ai eu un ami dernièrement, pour avoir un marché avec une collectivité, il était à 2-3 rendez-vous, son projet était très bien, et celui qui l'a reçu, il a dit, de quel côté vous votez? Il n'a pas su répondre. Donc il est parti.
Et pour en rester donc C'est dommage d'en arriver là quand même. Pour en rester sur les monopoles de la sécurité sociale, la France se fait quand même le chantre du respect du droit. C'est la première à. Le pays du droit de l'homme. Je parle même pas des droits de l'homme. Là, je parle du respect du droit. Je parle de la pyramide du droit, c'est-à-dire droit international, droit européen, et puis droit national, droit interne. Ce que je veux dire, c'est que la France se fait le chantre du respect donc du droit, et souvent donne des leçons de droit et des leçons de morale aux pays tiers, notamment aux pays africains. Et tout ce temps, pour juste mettre le bémol, la France fait quand même taper sur les doigts par l'Europe, justement pour le non-respect de droit. Tout à fait, mais à l'intérieur, le gouvernement français exige le respect du droit interne, du droit en France, par ses citoyens. Et là, en l'espèce, la France ne respecte pas les directives européennes de 92 qui ont été transposées par M. Jospin à l'Assemblée nationale. On va juste rappeler que ces directives de 92 appellent à la concurrence en matière de couverture sociale, de protection sociale. Tout à fait. Alors là, pour avoir discuté ici sur ce plateau avec le directeur, entre autres, de la CGSS, et vu un peu sur Internet les décisions, il y a l'Europe qui est très ambiguë dans sa décision en disant que c'est la France qui décide pour la protection sociale, et de l'autre, il y a la loi qui dit qu'il faut qu'il y ait une concurrence. L'ambiguïté, je vais vite vous la lever. L'ambiguïté, c'est 20 milliards. L'ambiguïté, c'est le budget que fournit la France éventuellement à l'Union européenne. Je crois que c'est monté à 23. Non, 25. Il y a 5%. Oui, ça doit être 23 maintenant. Pour mais un milliard près, peu importe, on n'est pas un milliard près. Il faut savoir quand même une chose. C'est que le budget de la sécurité sociale, le budget de l'assurance sociale, c'est 700 milliards. Le PNB, le budget de la France, c'est 300 milliards. Voilà. C'est-à-dire que le budget, les sommes qui sont en cause, à prendre en considération pour le social, sont plus de 2 fois supérieures au budget de la France. Ce sont des intérêts énormes qui sont posés. Il faut savoir qu'une chose également, c'est que les caisses des indépendants ne sont pas déficitaires, fournissent énormément d'argent. Tout à fait, ça je suis d'accord. Énormément d'argent. Chaque année, l'État puise dans ses caisses. L'assurance même des fonctionnaires. Oui. Elle n'est pas provisionnée par la fonction publique, elle est prise dans ses caisses. Ouais. Et donc ces caisses, moi je conseille à chaque téléspectateur de lire un livre, celui d'Élise Benamou, la kleptocratie française, dans lequel elle explique où passe l'argent de la sécurité sociale sur des marchés financiers, dans des paradis fiscaux, les comptes de la sécurité sociale. Qui ne sont même pas certifiés. Par les commissaires aux comptes qui ont, il y a une semaine, pris une grande page pour faire leur publicité sur le relèvement des seuils, justement, de contrôle par les commissaires aux comptes même. Ils ne se sont même pas interloqués ou n'ont même pas interpellé le gouvernement sur la non-certification des comptes de la sécurité sociale. Si les commissaires aux comptes français ne valident pas les comptes de la sécurité sociale, imaginez où est le problème. Ils l'ont vu le problème. C'est que les fonds de la sécurité sociale, les origines, les aboutissements, les placements sont totalement illégaux. Non, pas illégaux. Pas illégaux, mais disons. On va pas dire c'est illégaux. Ça reste de l'argent. Il faut le faire travailler. Sont obscurs. Disons que ce fameux trou de la Sécu. Je vais juste je vais rectifier, non, peut-être pas rectifier, c'est peut-être un peu prétentieux, mais dire que quand un organisme a de l'argent, il peut le fructifier. Il a le droit de le fructifier. Comme le RSI l'a fait, et c'est ce qui a apporté le... Mais je vous rappelle... On en reparlera. On en reparlera dans une autre émission. Je vous rappelle... On a les preuves, vous inquiétez pas. Je vous rappelle également que la loi de sécurité sociale, le principe de sécurité sociale oblige à un équilibre des comptes. C'est-à-dire que l'État doit montrer un équilibre des comptes. Chaque année, on est en déficit. L'équilibre n'est pas réalisé. Oui. Et rappelez-vous, l'ancienne ministre Marisol Touraine, quand elle est partie, la sécurité sociale n'a plus de trou. Le trou est comblé. Quelques mois à peine de passer à nouveau un trou. Les cotisations RDS, CSG flambent, et à nouveau, on va replacer sur les marchés financiers. Et donc, on annonce à des caisses de retraite de certaines professions, notamment, je crois que c'est les dentistes ou les... Oui, les dentistes. Les dentistes viennent de recevoir un document, je peux vous le fournir, qu'à partir de 2020, leur retraite ne serait plus assurée.
C'est-à-dire qu'ils ont cotisé pendant des années, et on leur envoie un document, un papier, je peux vous le fournir quand vous voulez, monsieur Ramoudou, qui leur annonce qu'à partir de 2020, leur retraite risque de ne plus être assurée. Voilà. C'est la faillite d'un système, et je vous rassure, pour terminer, on y vient. On y vient parce qu'on n'a pas le choix. Laissons chacun choisir sa sécurité sociale, son régime de sécurité sociale, ce qui n'obère pas la possibilité d'avoir une sécurité sociale nationale à laquelle adhèrent tous les citoyens français. Et ce qui permettra de relancer l'économie, créer des emplois, pas comme on le fait actuellement. Il y a une chose aussi que je voudrais dire, et ça c'est important, je pense que ce qui est dommage en France, c'est que le positionnement n'est pas défini aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut aller vers un système, vers une privatisation de la protection sociale? Ça, c'est une question que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président, a souvent mis sur la table. De l'autre, il y a cette volonté de dire qu'on est la France est de gauche et qu'on doit maintenir le service public, donc qui alimentera un organisme public dans la protection sociale. La question est là, quel est le choix de la protection sociale en France qui est partagé entre une démocratie libérale, une socio-libéralisme ou Je pense pas, monsieur Arnaud, que ce soit une question de politique, de droite ou de gauche. C'est une question de stratégie internationale, nationale, dans une autre Europe, une Europe de coopération. On peut garder la sécurité sociale. Je n'ai rien contre la sécu. On peut garder la sécurité sociale, une sécurité sociale pour ceux pour ceux qui ont des problèmes, à qui on doit apporter assistance. Je dis bien assistance, pas assistanat. Je précise. Mais on peut aussi laisser choisir aux artisans, à différentes professions, leur caisse, leur libre caisse. Et que vous le vouliez ou non, on va y arriver. Parce que les chiffres actuellement ne sont plus tenables. Combien un transporteur paye combien au RSI ou au nouveau ça dépend. Ça dépend des cas. Moi, c'est très haut. De manière générale, sans donner les chiffres à vous, de manière générale, dans des fourchettes. De combien à combien, par exemple? 60. Alors on va dire 53%. Pour dans la fourchette, et il y en a qui vont jusqu'à 67%. Mais de toute façon, on parle de bénéfices, on parle pas de chiffre d'affaires. On parle du bénéfice. Mais après, derrière, on a l'impôt sur le revenu qui arrive. Donc, on est doublement taxé. Donc, on est taxé à 85%, voire plus. Vous voyez, à Maurice, par exemple, on paye 15% d'impôt. C'est tout. D'accord. Voilà, il y a un chiffre, c'est 15% sur tout ce qui peut être aussi bien protection sociale que les impôts et autres. Bon, attention, ce n'est pas les mêmes régimes, mais ce qui n'obère pas le fait pour un indépendant de se mettre une assurance sociale personnelle. Je vais vous citer un cas. Une assurance privée 100% garantie sur le premier euro, c'est-à-dire que avec une carte d'assuré européen, va coûter pour un homme de 50 ans à peu près célibataire, va coûter à peu près 390 € par mois. Et couvert à 100%. Couvert à 100%. Pas besoin de mutuelle. Ce ne sera pas en fonction de vos revenus. Vous allez payer 390 € par mois. Vous êtes couvert à 100%. Trouvez-moi une sécu qui fasse la même chose. Ce qui n'obère pas, comme je le répète, le fait de pouvoir alimenter une caisse de sécurité sociale nationale avec un prélèvement supplémentaire, mais qu'on laisse l'indépendant s'assurer là où il le souhaite. Au demeurant, pour terminer encore, cette concurrence s'applique également, cette obligation de concurrence des assurances, puisque ce sont des assurances, ce sont des sociétés privées, faut le savoir. Ces organismes dits sociaux, ayant une mission de service public, ce sont des assurances privées, ce sont des boîtes privées qui ont un bénéfice et qui paient des impôts sur les bénéfices. Il faut le savoir. Les gens l'ignorent peut-être, mais ces organismes dits sociaux sont des boîtes privées, qui appartiennent à des banques ou à des consortiums d'assurance banques, mais qui réalisent des bénéfices. Donc s'ils payent des bénéfices sur leur chiffre d'affaires, c'est que le trou de la sécu, il y a un problème là, il y a un problème. Donc pour en revenir, qu'on laisse l'indépendant s'assurer là où il le souhaite, mais cette loi fonctionne également aussi pour les fonctionnaires. Ils ont édité récemment une circulaire comme quoi vous ne pouvez plus demander à ne pas cotiser à la sécu, à cotiser à votre propre sécurité sociale. Et pour les salariés, vous pouvez améliorer votre salaire de 30% en prenant vous-même votre assurance sociale et en étant mieux assuré. Alors justement là-dessus, je reviens à ma question et donnez-moi une fourchette. Combien par an paye un transporteur en matière de protection sociale? Au RSI, bien sûr. Ça dépend du chiffre d'affaires. Moi, je suis à
plus de la moitié de mon bénéfice. Donnez-moi un chiffre, parce que je voudrais juste faire une comparaison. Même si c'est pas le bon, donnez-moi un chiffre qui n'est pas le vôtre. Je suis à plus de 15 000 euros. Alors, en moyenne, 1000 euros, 1100 euros par mois de protection sociale, avec une protection sociale choisie en Europe, ça coûterait combien? On l'a dit tout à l'heure, ça va dépendre de l'âge, tout simplement. Il y en a qui paieront 290 parce qu'ils sont jeunes. Et quand on est vieux comme moi, hein, bientôt avec un déambulateur, je paye 438 euros. Vous avez euros. Fait pleurer, Eric Marcelli. Mais il faut... Je dois revenir sur les chiffres. 280 quand on est jeune et après et 438. Mais ça augmente pas tous les ans d'un coup comme ça. D'accord. C'est la date d'entrée dans le contrat. Je précise une chose. Exactement. C'est que pour la sécurité sociale française, c'est fonction de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus vous gagnez, c'est pour ça que d'ailleurs les médecins et beaucoup de professions indépendantes ne travaillent plus que 3 jours ou font 3 jours par semaine ou beaucoup maintenant ont décidé de faire 3 ou 4 jours de travail, de ne pas travailler le reste du temps parce que c'est uniquement pour l'État, notamment les retraités également. Il y a des retraités qui sont obligés d'avoir une activité complémentaire et qui payent une sécu sans pouvoir en bénéficier, qui payent une retraite sans pouvoir en bénéficier. Donc pour en revenir à votre première interrogation, effectivement, donc ça représente à peu près en fonction du chiffre d'affaires entre 50 et 63% du chiffre d'affaires. Je reviens à ce que je disais. Pourquoi ? Parce que par rapport à cette protection européenne, je veux dire, dans le cadre de l'Europe, la concurrence avec les assurances, donc il y a 3 à 4 fois la différence. Oui, beaucoup plus. Par rapport à ce que paye, à ce qui est payé. Alors, aujourd'hui, est-ce que la question, ce qui se pose, c'est comment faire pour que, encore une fois, on est toujours, et ça c'est pour les entreprises, comment faire pour que les entreprises payent moins de charges, parce que c'est le débat finalement. Avoir moins de charges à payer. Moins de charges à payer, travailler moins. Mais travailler moins, on a des dettes, il faut les régler ces dettes. D'accord. Et comment faire ? Il faut travailler et eux, ils te prennent de l'argent sur ton bénéfice. Puis tu vas travailler, tu vas faire du bénéfice. Donc, plus le bénéfice est élevé et plus les tranches, plus l'imposition sur les tranches supérieures seront importantes. Plus le chiffre d'affaires est élevé, effectivement, plus le pourcentage augmente. C'est un peu. Alors là, je voudrais rajouter une chose vite fait, c'est que, en fin de compte, le problème, il est que plus vous voulez travailler, plus vous voulez améliorer votre situation personnelle, plus on vous prend. Donc, ce qui veut dire moins vous gagnez. La France, qui était le pays où on pouvait travailler, s'enrichir comme on veut, je vois ça, on en discutait, 60, 70, voire 80, c'était encore bien. Mais maintenant, c'est plus possible de s'installer. Vous l'avez même dit tout à l'heure, devenir chef d'entreprise, il faut avoir le courage. Hein, mais personne ne veut plus. Même travailler, personne ne veut plus travailler. Pourquoi ? Parce que les gens préfèrent vivre d'allocations. Parce que s'ils vont travailler, ils passent dans une autre tranche, ils paieront des impôts, ils devront payer une mutuelle complémentaire, ainsi de suite. Ils perdent la CMU. Donc la France encourage les gens à rester à la maison. Mais là, on va être taxé de populiste quand on dit ça, en général. Mais quand on regarde le système, et je pense que Michel Rocard, qui avait institué en 84, je crois, le RMI, il s'est rendu compte rapidement que en proposant un revenu minimum d'insertion, à l'époque, ça a permis aux gens, bien sûr, d'avoir un minimum pour vivre, mais en même temps, quand ils ont fait la différence entre les minima sociaux qu'ils ont et le travail qu'ils allaient faire, entre le métro, tous les inconvénients du travail et de la vie, ils ont vite fait le calcul. En restant chez eux, on peut pas les blâmer. Je les blâme à leur pas. place, je pense que beaucoup auraient fait pareil. J'aurais fait pareil. Pas se leurrer. Il va y avoir un débat dans peu de temps sur je sais pas si c'est chez vous ou si c'est sur une autre antenne, sur les agriculteurs et sur peut-on vivre de l'agriculture à La Réunion. J'invite tous les agriculteurs réunionnais, parce qu'on en a vu pas mal, à exposer un petit peu la situation concrètement, à sortir un petit peu de leur syndicat pro-système, et expliquer qu'à La Réunion, il est très difficile de vivre de sa production. Il l'est encore plus maintenant en France, en métropole. Mais là, c'est pareil, les agriculteurs souffrent énormément. Mais comme ils sont isolés et qu'ils travaillent énormément comme ce monsieur, plus vous travaillez, plus vous essayez de travailler, moins vous avez de temps pour justement vous défendre. Il est là le problème. Ceux qui se défendent le mieux, ce sont finalement ceux qui ne travaillent pas et qui ont accès aux services sociaux, aux services juridiques gratuits. Ces gens-là sont très bien défendus parce qu'ils ont le temps. Ces messieurs
ces transporteurs, ces agriculteurs, qui sans arrêt sont au labeur, au champ. C'est très dur pour eux. Ils n'ont pas le temps. Je vois monsieur Moellon a pris du temps ce matin pour pouvoir venir nous voir, alors qu'il a d'autres tâches à faire pour pouvoir faire vivre sa famille, et je l'en félicite. Mais il est là le problème. Ceux qui travaillent actuellement, eh ben, ils n'ont pas le droit de se plaindre, ils n'ont pas le temps de se plaindre. Là est la différence. Alors, il nous reste 10 minutes dans l'émission. Alors, comment proposer quelque chose à Maxime Moellon, aux transporteurs, aux artisans, aux chefs d'entreprise de TPE? Quelle solution, avec cette attestation de vigilance qui est devenue aujourd'hui incontournable, pour qu'ils puissent continuer à travailler et bien sûr espérer de ne pas mourir trop vite? Bah écoutez, déjà, je pense qu'avec la loi, avec cette attestation de vigilance, il faut faire un exemple. Ça n'a que trop duré. Chaque année, on y est exposé. Hein. On a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Il faut que les transporteurs, les artisans, les indépendants, à qui on réclame cette attestation de vigilance, passent nous voir, viennent voir donc le CSAPR, qu'on monte un collectif, un groupe, qu'on fasse un petit peu comme une class action, qu'on fasse condamner ces institutions qui régulièrement empêchent l'artisan, l'indépendant, de pouvoir travailler dignement et surtout rapidement. Le problème est là. Chaque année, on a plusieurs cas comme ça. Il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait une décision qui soit définitive, sans appel possible, et qui oblige ces organismes à fournir ipso facto, sur simple demande, voire même sur simple envoi, les personnes qui sont en règle vis-à-vis de leur administration, l'attestation de vigilance. Elle est de droit. Alors, il y a autre chose aussi. On parle des problèmes des artisans, mais aussi il y a des entreprises qui vivent comme des vampires sur les dos des entreprises qui sont en difficulté. Hein, je ne vais pas citer ces noms de corporations, il y en a un paquet, mais actuellement, il y a une femme qui fait une marche, qui a quitté Nancy pour descendre vers Paris parce que sa société a été liquidée. Hein, on n'a pas cherché à savoir, hein, vous ne pouvez pas payer, point à la ligne, vous fermez. Hein, on n'a pas cherché à savoir. Hein. Donc actuellement, elle marche sur Paris pour rencontrer les différents députés pour défendre son cas. Maxime Moellon, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez essayer, hormis la démarche vers le SAPR, parce que de toute façon vous allez avoir besoin de soutien, mais au sein même de votre secteur d'activité, au sein même de je dirais, en relation avec vos collègues socio-professionnels, comment allez-vous échanger, comment allez-vous travailler? Voir mes collègues et rencontrer les directeurs de la société avec qui je sous-traite, réunir tout le monde, expliquer ce qui se passe, voilà, c'est tout. Et dans le dialogue, sans plus. Dans le dialogue, et voir ce que eux ils veulent, ou alors... Ou alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres solutions que d'attendre, que de prier, finalement? Attends jusqu'à on ne vit plus. On part travailler avec l'épée de Damoclès sur la tête. On ne sait pas si demain on sera licencié, on ne sait pas. Voilà. Il existe une solution, ce serait la dépénalisation du donneur d'ordre. Oui, mais ça, au niveau de la loi, ça c'est... Si, je veux dire... Non, mais ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Dépénaliser le donneur d'ordre, assurer que sa responsabilité n'est pas engagée quand son sous-traitant, apparemment, en plus, c'est l'affaire du sous-traitant, c'est pas l'affaire du donneur d'ordre. Donc, faire vérifier par le donneur d'ordre, c'est établir pour moi un lien d'hiérarchie, d'une manière différente, d'une manière indirecte. On est tous conscients, on l'a pas dit depuis le début de cette émission, on est conscient que l'État a mis en place un carcan pour obliger les artisans à payer leurs charges, donc pour que l'argent rentre dans les caisses de la Sécu. On ne peut pas en vouloir à l'État pour ça. L'État a toujours abusé des moyens pour pouvoir avoir raison. On le voit sur beaucoup de choses, et on va le voir encore un peu plus sur la sécurité routière, sur les radars. On voit sur la CSG, on voit que l'État fait ce qu'il veut de toute façon. Ça, on ne peut pas empêcher l'État d'user et d'abuser. Le citoyen on comprend la solidarité. On comprend la solidarité. Mais là, c'est trop. C'est trop. On est pressé comme des citrons. C'est trop. Il faut changer de manière. On est dans notre système social qui était soi-disant le meilleur au monde. Pourquoi n'a-t-il pas été recopié par les autres pays? Pourquoi dans les autres pays, y a une sécurité sociale
publique, plus une sécurité sociale privée. Tout à fait. Pourquoi la France ne veut pas? À qui profite encore le crime? C'est 700 milliards, c'est un Oui, gros marché. mais je reviens à ma question, c'est qu'est-ce que faire aujourd'hui pour les artisans qui sont dans une situation On leur a difficile? donné la solution. Une Venir décision- nous voir. Une décision de principe. Je pense qu'il faudrait une décision de principe d'un tribunal, d'un TGI, ou qui édicte une décision de principe, c'est-à-dire que dorénavant, sous peine d'astreinte, l'URSSAF ou les organismes dits sociaux ayant une mission de service public doivent fournir ipso facto l'attestation aux entrepreneurs. Et puis il y a une chose aussi qu'il faudra remarquer, c'est-à-dire que le marché public commence à être restreint aussi. Il n'y a plus beaucoup de travail. Et c'est aussi ça qui fait qu'entre vous, il n'y a pas trop de confiance parce qu'on essaye quand même de prendre le travail à l'autre. Ouais. C'est une vraie concurrence. C'est une vraie concurrence dans le transport, ouais. Donc ce qui amène que c'est pas facile pour vous de travailler ensemble et de vous défendre. Donc là encore, c'est encore l'argent public, l'État derrière ou les collectivités. On voit que le pouvoir politique est très présent sur le monde, Sur l'économie. sur tout ce qui est sur l'économie, sur le marché et sur le monde du travail. Oui. Et est-ce que parmi vous, parce qu'il y a un moment donné, il y en a qui avaient mis les pieds dans le monde politique pour avoir les marchés, vous l'avez pas fait. Non. La politique, moi, c'est deux. C'est pas quelque chose que vous allez définir. Mais souvent, quand ces gens se mêlent de politique, il y a souvent derrière une affaire judiciaire qui arrive pour les contrecarrer. On dira pas de nom. Je pense qu'on a pensé au même personnage. Souvent des affaires qui sont judiciarisées rapidement, comme le pouvoir central sait le faire, ou comme le pouvoir local peut le faire également. C'est très facile. Voilà. Donc, je pense que dès l'instant où une tête s'élève, on la coupe, tout simplement. D'accord. Bah écoutez, on va juste rappeler donc l'attestation de vigilance, donc nécessaire aujourd'hui, et une démarche à mettre en place pour que vous puissiez l'avoir, quoi. Ouais. Et là, c'est réunir, voir avec les CCRPR pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et réunir tous, voir les directeurs, leur parler, discuter. D'accord. Et puis il restera toujours la prière. Il reste déjà la prière, ouais. Le tout et de croire et d'y croire. Avant de rendre, il nous reste 3 minutes avant de rendre l'antenne, de finir l'émission. Messieurs, est-ce que aujourd'hui, dans cette démarche-là, qu'est-ce qui fait que, encore une fois, la base est divisée? Encore une fois, c'est la base qui est affaiblie, alors que finalement, qui produit le travail, c'est quand même la base. Qui divise la base? C'est le fait d'avoir peur, c'est nos hommes politiques, c'est nos institutions qui mettent la pression, qui mettent la peur sur les gens. Peur de l'huissier, peur du tribunal, peur des 10%, des majorations, peur de perdre l'entreprise, chose qu'on a créée, peur de perdre sa maison, peur de perdre sa famille, et après il ne reste plus rien, il ne reste plus que le suicide, c'est tout ça. Tout est lié, c'est cette peur qui est là. Vous savez bien, la Réunion, c'est l'île à peur. Très bon jeu de mots, on va dire. Donc je peux redonner une dernière fois quand même le CSAPR, son numéro de téléphone c'est Jean-François Maillot 06 92 85 46 30 ou Éric Marcely 06 92 39 94 92. Pour terminer vite fait, l'Europe c'est à la carte pour la France. Quand les dispositions lui plaisent et lui rapportent, on applique. Quand les dispositions lui déplaisent et lui nuisent financièrement, on n'applique pas. Alors, soit on est un état de droit, on applique même quand c'est pas bénéfique, soit on est un état, entre guillemets, voyou, et donc on n'applique que ce qu'on veut appliquer. C'est en l'espèce le cas pour le monopole de la sécurité sociale, tout simplement. Merci messieurs, merci Max Melon, donc chef d'entreprise transporteur, merci Éric Marcely, vice-président du CSAPR, membre actif du CSAPR, merci à l'autre membre actif du CSAPR, Marc Lévy, donc pour toutes ces informations. On a essayé de voir comment on pouvait apporter quelques informations aux chefs d'entreprise, de TPE, des artisans, les transporteurs bien sûr, voir un peu comment on peut les soutenir dans cette bataille face aux grosses machines, parce que ce sont des machines qui sont très importantes. Alors ce soir, on a essayé d'apporter des informations. On espère que, en tout cas, on a pu vous éclairer sur cette question, l'attestation de vigilance. En fait, il faudrait juste être vigilant
avant d'avoir l'attestation, parce que je crois que c'est là où se pose le problème, c'est que on attend souvent que au dernier moment, quand ça nous arrive, on essaye de trouver des solutions. En tout cas, on espère que ce soir qu'on vous a donné des débuts de solutions. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole.